Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre d'Art de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce premier réglage du Fujifilm X-H2. Donc d'habitude je fais ça au déballage de l'appareil photo. Là j'ai dû un petit peu plus m'habituer à l'appareil photo et surtout que j'avais un réglage que je devais régler à l'intérieur de l'appareil photo pour pouvoir vous faire cette vidéo. C'est le réglage des infos HDMI qui me permettrait de mettre le menu lorsque j'enregistre sur le moniteur externe, sinon il n'accepterait pas. Et d'ailleurs, à chaque changement de format vidéo, il m'arrêtait l'enregistreur. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, je vous expliquerai tout ce que j'ai fait dedans. Et ce sera peut-être sujet à comment dire ça, changement dans plusieurs... Enfin, quand je le verrai, si j'ai vraiment besoin de changer, puisque voilà, je connais un peu plus l'appareil photo que si je l'avais juste déballé, et donc je sais déjà certaines choses que je ne peux pas faire à l'intérieur. Donc ici, comme vous voyez, eh ben, il y a des réglages qui sont déjà là. Donc là, c'est mon réglage C2. J'ai fait que deux réglages custom photo, et tout le reste est en vidéo, parce qu'il y a plein de formats différents. Mais on va d'abord aller dans le menu photo, et après on ira dans le menu vidéo. Donc je passerai dans un custom vidéo. C'est juste que mon custom photo est juste à côté d'un custom vidéo, donc ce sera plus facile de passer de l'un à l'autre parce que vous n'avez pas de switch direct photo vidéo sur cet appareil photo. Hop, donc voilà, je suis arrivé ici, je ne sais pas pourquoi il fait ça des fois lorsque je me mets en configuration et il arrive directement dans un menu, c'était pas ça, je voulais juste vous montrer que au début, vous allez devoir régler la zone, la date, l'heure, donc voilà, tout se fait comme ça, vous avez le fuseau horaire, tout, l'heure, il va vous demander tout ça. Moi, comme format, je mets souvent année, mois, jour, parce que plus on met le choix de date qui va le moins changer en premier, et ben, le plus, par exemple, si vous structurez comme ça dans vos ordinateurs, le plus, ce sera logique, vous aurez tout 2022, tout le mois de, comment dire ça, octobre ici, et ce sera beaucoup plus simple, plutôt que si vous y êtes jour, mois, année, tout se mettra dans le désordre, parce qu'il prend en compte tous les chiffres à partir du premier qui prendra comme plus important. Donc chaque jour fera en sorte que vos fichiers, enfin vos dossiers seront mal rangés, et donc là ça permet d'être beaucoup plus clair. Donc je fais ça. Hop, donc décalage horaire on peut mettre, hop, voilà. Et bien évidemment, on a la langue qui vous sera demandée, et donc je vais mettre en français, parce que ça m'est déjà été reproché de des fois faire, comment dire ça, des réglages d'appareil photo, parce que certains ne vous demandent pas du tout ça, et donc j'avais tout fait en anglais, et certaines personnes ne comprenaient pas, même si j'expliquais bien. Alors il va falloir faire attention, chez Fuji, les menus sont pas forcément explicites, et des fois mal traduits, donc on va voir ça ici, ça me fait un petit peu rire des fois, mais ça me fait moins rire à d'autres, donc on va aller directement en qualité d'image. Donc vous avez la taille d'image en premier, vous avez beaucoup de choix sur le X-H2, je trouve ça plus pertinent sur un appareil photo avec beaucoup de pixels d'avoir ce choix de format. Bon, moi en moyenne je fais toujours, enfin moyenne, pratiquement tout le temps je fais du 3,5 parce que ça me permet d'avoir le maximum de pixels, mais je comprends qu'on puisse vouloir cadrer dans le format qu'on veut, donc ça affecte l'euro et le JPEG, et vous aurez votre videur qui sera dans le format que vous avez demandé. Et donc vous avez le choix entre au final 3,5, donc 16 neuvième, donc format vidéo de base, 1,1 donc carré, 4 tiers, 5,4 aussi, donc un nouveau format, et après voilà, on aura tous les autres types différents, donc ça c'est pour le JPEG. Hop, voilà. Qualité d'image. Ah ouais, pourquoi je me suis mis là? Ah, je suis sur ça. Il faudra que je change, donc je mets Fine plus RAW. Hop, et je vais aller vite fait faire un truc, hop, après, tac, je crois que c'est ici, à moins que ce soit dans photo, je reviens juste après. C'est pas là. J'arrive, hein. C'est parce que j'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser le mode vidéo, donc je sais trouver ça exactement. Ah, c'était là. Je l'ai pas vu en passant. Hop, et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut juste sauvegarder les modifications qu'on a appliquées. Hop, et comme vous le voyez, il va vous l'indiquer avec un point rouge. Et ce, en fait, tant que vous n'avez pas éteint l'appareil photo, vous pouvez avoir fait des changements C1, C2, C3, ou C4 ou n'importe quoi.
et il va les laisser appliquer jusqu'à ce que vous éteigniez l'appareil photo. Donc il faut prendre le coup, hein, des fois vous allez changer, switcher, vous allez croire que ça va revenir au mode de base, ce n'est pas le cas, il faut vraiment appliquer ou dire de ne pas enregistrer. Par exemple ici vous avez le choix de réinitialiser les modifications pour ne pas avoir ce problème sans avoir à éteindre l'appareil photo. Hop, donc on revient en arrière, vous voyez qu'ici du coup je suis en photo, donc toutes les autres personnalités ne servent à rien. Hop, et donc on va revenir là où on était. Donc je suis allé un petit peu vite du coup. Donc voilà, on a nos choix de RAW et JPEG. Donc JPEG qualité haute, JPEG qualité normale. Donc la RAW plus qualité haute, RAW et donc RAW après. Donc faites attention hein, quand vous revenez en arrière. Euh, si vous revenez en arrière, là ça va laisser la qualité, mais par contre, si vous utilisez la flèche de gauche, eh ben, il va choisir. C'est comme si vous avez fait OK. Donc si je fais ça et flèche, hop, ça va me mettre ça. Donc faites bien attention à ça. Et vous avez la compression. Donc non compressé, compressé sans perte et compressé. Ça vous servira, à avoir bien évidemment des fichiers plus léger, mais aussi avoir une rafale qui est meilleure, même en RAW compressé sans perte. Je dis ça parce que c'est pas le cas de tous les appareils photo. Par exemple, chez Sony, on n'a pas d'amélioration en compressé sans perte. On a juste une amélioration en place sur la carte. Donc on a le choix entre le JPEG et le AIF. Le AIF est un peu supérieur au JPEG, bien qu'il ne marche pas exactement de la même façon. On est sur du 8 bits 420 entre guillemets, puisque c'est pas un fichier extrait vidéo. Tandis que le AIF est plus fait comme ça, donc avec un sampling vidéo. C'est pour ça que je dis 420 sur le JPEG. C'est pas forcément ce qu'on voit, même si en lecture, l'écran vous montre du flux vidéo, donc on peut dire que c'est du 420. Mais du coup, le AIF, ce sera du 10 bits 422, donc voilà, beaucoup plus de couleurs et un échantillonnage un peu plus élevé. Bien évidemment, ça ne restera pas aussi efficace que du RAW. Et en plus, il y a beaucoup, comme vous le dit l'appareil photo, il y a beaucoup de logiciels qui ne le prennent pas encore en compte. Donc moi, je préfère rester en JPEG. Le JPEG, moi, ça me sert surtout pour l'affichage. Et vous dites, pourquoi le mettre en fine? Parce que ça me permet de pouvoir voir quand même la définition que j'ai, même si j'aime pas trop la retouche du bruit sur le JPEG de la plupart des appareils photo, et Fuji ne fait pas exception là-dessus. Ici, on va avoir une simulation de film, pardon. J'aime bien mettre en Eterna, parce que c'est le plus neutre, entre guillemets, et c'est une des simulations qui est donnée par Lightroom lorsque vous mettez le réglage de l'appareil photo dans Lightroom. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lightroom a des profils simili Fujifilm, et donc vous pouvez établir votre première retouche en RAW à partir du profil que vous avez choisi, ou simulation de film. Donc moi j'aime bien partir de ce que j'ai vu en photo, et donc ça m'aide pour la retouche, au lieu d'avoir Adobe standard ou des choses dans le genre. Si vous entrez, vous mettez préférence et qui, prennent les caractéristiques de l'appareil photo, il va vous mettre le profil de l'appareil photo. Le seul truc qui est dommage, c'est que par exemple, on n'aura pas alors il est où voilà, classique nostalgique. Donc nostalgie. Donc le nostalgique neg, il l'a pas encore Lightroom, je ne sais pas s'il l'aura un jour. Mais ça fait depuis un moment puisque c'est déjà dans les GFX, donc je ne sais pas si on l'aura un jour dans Lightroom. Après peut-être qu'il faut un peu dire à Lightroom, oui, on veut avoir ces profils-là. Puis voilà de ce côté-là. Donc moi je laisse en Eterna. Donc bien évidemment, hein, vous avez tout ce qui est classique chez Fujifilm, Proviad ou le standard, le Velvia, le Astia, le classique Chrome. Voilà. Donc, je ne vais pas tous vous les dire puisque vous savez lire. Le Eterna et la crosse en plusieurs formats différents puisque vous pouvez régler aussi. Attends. Ah non, c'est qu'en vidéo qu'on peut le régler en couleurs différentes. Et c'est pire. Hop, et on va se remettre en cinéma. Et donc voilà, les couleurs monochromatiques, vous y avez accès. D'ailleurs, c'est assez bizarre de parler de couleurs monochromatiques. Mais vous y avez accès lorsque vous utilisez de la crosse ou du noir et blanc au final. Donc on a l'effet du grain. Moi j'ai choisi de ne pas le mettre parce qu'en fait ça augmente l'efficacité du processing de l'appareil photo. Donc en fait en pause longue ça lui permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc j'enlève tout ce qui est tous ces effets.
balance des blancs automatique. En photo, je trouve que c'est plutôt mal. Et puis comme on est sur une image fixe, on va pas aller voir que les couleurs ont légèrement changé, ce que je fais pas typiquement en vidéo. Je me mets tout le temps en balance fixée, surtout pour les filtres ND variables. C'est peut-être d'ailleurs à ce moment-là qu'il faudra éviter la balance des blancs automatique aussi en photo, c'est lorsqu'on a un variable dessus. Plage de dynamique, d'ailleurs on n'a pas forcément besoin d'un des variables pour faire des photos, mais bon voilà. Plage de dynamique, je le mets en 200, je pourrais le mettre en 400. Ça affecte les RAW. Ce qui est assez intéressant sur le DR200, alors je ne sais pas si en termes de mise à jour ça a été remis sur le XT4 ou chose dans le genre. Ce que je n'aimais pas avant avec le DR, c'est que par exemple là je veux mettre, donc je suis en ISO automatique, hop, on va aller, hop, non pas weight balance. Hop, on va se mettre ici, et vous voyez que, voilà, il accepte, vous le voyez parce qu'il y a le DR qui est marqué en dessous, il accepte les ISO en dessous du DR, ce qui n'était pas forcément le cas sur d'autres appareils photo. Et donc voilà, dès qu'on passe les 200 ISO, on est vraiment sur le DR200, et donc ce sera exactement pareil sur le DR400. À un moment, il va vous dire que il accède au DR400, et puis voilà, sinon il mettra DR200 et DR100 après. Voilà, c'est ça. Hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, c'est le display que j'ai changé, pardon. Hop, vous voyez, c'est marrant, on voit le moniteur et ce qui se passe. Oh, c'est rigolo. Donc voilà, et du coup il se met en DR100 puisque j'ai laissé 125. Et donc on verra après que du coup ça affiche bien ce que je vous ai indiqué juste avant. Donc courbe de tonalité, j'aime pas changer, mais vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Donc vous pouvez changer, en fait vous pouvez, ce qui est bien c'est qu'en gros c'est un des seuls, les Fujifilm sont les seuls appareils photo où vous pouvez affecter le JPEG comme vous le feriez lorsque vous faites du RAW. Donc si vous voulez vite fait faire une photo, mais quand même réussir à avoir un peu plus de dynamique dedans, vous utiliserez par exemple ces courbes de tonalité qui vous permettront de faire ça. Et donc vous pouvez affecter aussi les couleurs, le détail, la correction du bruit, tout simplement. Hop, donc longue pause, je l'ai mis sur non parce que encore une fois ça affecte le temps de création du fichier, donc je l'ai enlevé. J'ai mis l'optimisation de l'objectif, comme ça il apparaît directement dans Lightroom, je crois que c'est ça. Mais après, comme j'ai le Viltrox 13 mm f1.4, ça ne marche pas de toute façon. Lorsque j'utilise cet appareil photo là avec, il faut le mettre dans Lightroom directement. Donc l'espace de couleur, ça affecte votre JPEG, donc suivant l'espace colorimétrique que vous voulez utiliser, donc soit l'espace sRGB qui est le plus représenté, ou l'Adobe où vous aurez plus de choix, et après vous pouvez repasser en sRGB. Mais voilà, ça fait des choix en plus, et voilà, c'est pas forcément l'Adobe RGB, c'est pas forcément adapté à les systèmes d'impression. Ça, le problème, c'est que les couleurs sont lues d'une manière différente, et il se peut que vous ayez des disparités en termes de ce que vous avez retouché et ce que vous avez imprimé derrière, donc c'est souvent mieux de mettre sRGB. Clonage de pixellement. Alors, c'est une fonction intéressante, mais qui est assez mal expliquée dans le Fujifilm. Donc, ça fait exactement ce que ça dit, mais ça fait pas que ça. Donc, en gros, un pixel mort, c'est un pixel noir. L'appareil photo va le détecter et le changer pour autre chose. Mais ce que ça fait aussi, c'est que si vous faites vous mettez le capuchon devant, ça va aussi, capteur à froid, ça va aussi vous enlever vos pixels chauds et tout ça. Donc ça va recalculer des choses, ou même ce qu'on appelle les stock pixels, donc les micro-pixels blancs qui finissent par apparaître parce que l'appareil photo, la lecture bug un petit peu, et il lui faut un petit peu rechercher ce qui ne va pas dans son code, on va dire, entre guillemets, pour que ça remarche, et après ça marche comme il faut. Donc on va revenir dans modifier, enregistrer, réglage perso, et vous voyez que du coup, comme j'ai changé les ISO, ça s'affiche ici, mais si je fais réinitialiser modification, je fais OK, si je vais aller là, il va se remettre en ISO Auto 3. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Et évidemment, j'ai encore pas appuyé sur le bon bouton. Mise à jour automatique, je l'ai mis désactivé parce que j'aime bien choisir quand il enregistre. De toute façon, typiquement, j'aime pas les trucs qui sont censés se faire automatiquement. Ça marche jamais comme vous voulez. Et puis voilà. Réglage du mode personnalisé. Voilà. Donc là,
Donc aussi bien en photo en vidéo, vous avez ça qui vous permet de, comment dire ça, dire à l'appareil photo quels customs sont en photo et en vidéo. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait été bien d'avoir les 7 à la fois disponibles en photo et en vidéo, et qu'on ait un switch photo-vidéo. Mais c'est pas le cas ici, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé sur le XH2, je comprends tout d'enlever beaucoup des autres choses, mais par exemple les, comment dire ça, la rafale et le switch photo-vidéo, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont enlevé, parce que c'est un des seuls boutons qui peut être gardé en mode custom. Après, ils ont pu se dire, oui, mais la rafale, si à un moment donné, il veut plus, oui, ça je veux bien, mais en tout cas, le switch photo et vidéo, c'est un petit peu compliqué de pas le laisser. Bon, ouais, bref, ça marche comme ça marche. Et puis voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez ici. Et donc là, c'est pour bien évidemment vos optiques manuelles sans contact qui ne vont pas communiquer avec l'appareil photo. Donc vous pouvez choisir un nombre de millimètres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez voilà, le choix de absolument toutes les focales que vous voulez. Vous pouvez avoir les focales les plus excentriques auxquelles Fuji n'a pas pensé ou qui ont été créées après que Fujifilm fait le XH2. Vous pouvez mettre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mm, 18, 15. C'est vraiment pas mal de ce côté-là. Et donc ça améliorera du coup la stabilisation, puisque comme ça communique pas, il est obligé de qu'on lui donne des informations qu'il n'a pas, et donc c'est bien d'entrer la longueur focale du coup ici. Non. Ah oui, pardon. Et je reviens en arrière. Et donc on a fini avec le menu qualité d'image. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a mis IQ, il n'a pas mis qualité d'image, il aurait pu juste inverser graphiquement le truc. Mais non, c'est en anglais. Bon, bref, voilà. Et hop, donc on arrive dans AFMF. Donc zone de mise au point, moi j'ai un bouton dédié, donc moi j'ai pris, donc je vous indiquerai ça après, mais je vais quand même vous le mettre ici, j'ai pris mon bouton d'enregistrement, puisque c'est le plus près du déclencheur, ça me permet de changer facilement le mode de mise au point. Ce que j'aurais aimé, c'est que pouvoir du coup le remettre en enregistrement en vidéo, mais je peux pas, parce que lorsque vous programmez l'appareil photo, il faut faire un mix des deux pour avoir tout en photo et en vidéo sur tous les boutons de l'appareil photo, puisque en switch photo et vidéo, l'appareil photo n'a pas de réglage personnalisé à la fois pour la photo et pour la vidéo, enfin chacun de leur côté, ce qui est un petit peu dommage. Par exemple, mon A7 IV a des réglages absolument différents, enfin absolument différents sur certaines choses en photo et en vidéo, puisqu'il y a des paradigmes qui sont différents et ça n'oblige pas tout le temps aux mêmes règles. Donc c'est un petit peu dommage. Donc du coup, je suis obligé de mettre mon enregistrement là où j'aurais mis au final ma sélection peut-être des collimateurs en vidéo, mais voilà. Donc zone de mise au point, voilà, vous choisissez, suivi, machin, et avec la molette, vous pouvez choisir les collimateurs que vous choisissez, donc soit zone, soit suivi, soit collimateur point unique. Donc je vais remettre en suivi. Ce que vous allez voir en dessous, c'est qu'il y a un truc qui est en jaune, le nombre de points de focus, à savoir que si vous le mettez, hop, on va faire ça comme ça, en point unique, vous avez maintenant hop, accès au max, aux 425 points. Sinon, par défaut, l'appareil photo est réglé pour avoir les 117 points, qu'on soit en suivi ou comment dire ça, en collimateur simple. Voilà, comme ça. Hop. Donc, je vais revenir en arrière et juste remettre ce que j'avais suivi. Donc mode de mise au point, moi je suis absolument tout le temps en AFC. C'est pour ça que tous les Fuji avant le XH2 et le XH2S m'énervaient au plus haut point. D'ailleurs c'est bizarre qu'il y ait le... comment dire ça, le capteur de proximité qui soit actif puisque j'ai l'écran ouvert sur l'appareil photo, enfin bref. Donc tous les Fuji, jusque-là, on disait oui, il faut utiliser l'AFS. Non, un appareil photo moderne, ça doit pouvoir utiliser l'AFC. Et moi, j'utilise l'iPhone avec l'AFC tout le temps parce que ça me permet à la fois d'avoir les qualités de l'AFS et de l'AFC. Puisque lorsque vous avez mis au point, vous enlevez votre doigt de l'iPhone et vous avez votre mise au point qui est fait comme l'AFS, comme si c'était bloqué. Et je trouve ça beaucoup plus efficace, d'autant plus que les Fuji font la mise au point à ouverture réelle en AFC et pas en AFS, ce que je trouve un peu étrange. Avec tous les problèmes qu'il peut y avoir en AFS, à savoir que si vous avez une optique par exemple comme le 35 mm 1.4 qui a la mise au point qui change en fonction de la focale, donc le plan focal n'est pas exactement le même endroit en fonction de 1.4, f2, tout ça, et votre mise au point, si vous êtes fermé, est pas plus nette parce que la mise au point, vous ne pouvez pas la régler
correctement. Voilà, c'est un petit peu dommage, donc vous êtes obligé d'être en AFC, mais par exemple sur le XT4, ça donnait pas vraiment des bonnes choses. Et je suis content que sur le XH2, comment ça marche vraiment très bien. Quand ça marche pas, c'est exactement les mêmes problèmes qu'avaient tous les Fuji avant, ça pompe, ça fait des choses assez étranges, mais ça fonctionne beaucoup mieux. Après, il faudra que je teste sur d'autres optiques, j'ai testé que sur le Viltrox 13 mm 1.4, et ça marche vraiment très très bien, donc je suis assez content. Donc tout le temps en AFC, donc j'ai tous les modes AF, vous pouvez choisir qu'un seul mode, mais bon, je préfère les avoir tous. Réglage personnalité SDHC, donc voilà, c'est là où, comme chez Canon, comment dire ça, votre efficacité d'autofocus, pardon, peut être très bonne comme très très mauvaise. Et c'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui on ne devrait plus avoir ces modes-là, on devrait avoir des modes comme chez Sony ou Nikon où ça reconnaît plus ou moins automatiquement ce que ça doit faire à un moment précis. Par exemple chez Sony, j'ai juste à régler la sensibilité sur 0 comme ici, et ça reste sur le sujet, mais j'ai pas besoin de mettre 25 000 K pour que ça aille. Après, tout ce que j'ai mis là, ça marche à peu près bien, et peut-être que de loin, ça marchera pas forcément aussi bien. Donc voilà, c'est un système qui vous demande tout le temps de réfléchir, de vous dire, est-ce que j'ai le bon réglage, comme chez Canon. C'est pas forcément ce que je trouve le mieux au final. Donc ce que vous avez, c'est 5 modes. Hop, on va peut-être pouvoir revenir là, oui. C'est 5 modes qui sont prédéfinis. Et le sixième vous permet de régler ce que vous voulez. Chez Canon, c'est un peu différent, vous pouvez régler chaque mode comme vous voulez, mais bon, voilà, c'est pas mal aussi d'avoir un mode juste pour vous. Donc moi, je suis tout le temps sur le mode custom. C'est pour ça que c'est tout le temps efficace, hein. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant et en vous disant que ça marchera sur toutes les situations. Voilà. Stock mode, je ne sais même pas ce que ça veut dire. En gros, enfin, la phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais ce que veut dire le menu. En gros, ça sert à savoir si vous voulez régler le changement de zone de mise au point en vertical, en horizontal. Moi, je ne le fais jamais parce que je sais que j'ai mon collimateur à un endroit et donc quand il changera, il sera, par exemple, il est à droite en haut, il sera après en haut à gauche lorsque je suis en vertical. Alors que si on l'enregistre, en gros, si vous n'utilisez pas souvent le mode vertical, vous vous retrouvez à un endroit, et puis le collimateur ne sera pas du tout où vous pensiez qu'il était, parce que vous ne vous souviendrez pas de la zone. Donc moi je mets non, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Peut-être que vous en avez l'utilité, et c'est très bien pour vous, mais moi je trouve pas ça intéressant. Affichage du point AF, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah oui, je crois que ça, non. En fait, ça affiche tous les collimateurs tout le temps sur le capteur. Attends, on va voir si ça marche. Hop. Oui, c'est ça. En fait, ça vous fait un petit, vous voyez, en grisé tous les collimateurs. Ce qui n'est pas la chose la plus intéressante à voir au final, puisque vous savez à peu près où ils sont, puisque quand vous bougez le collimateur, il va bouger à l'endroit où vous voulez. Donc, comme je vous l'ai dit, le nombre de points focus est à 117 lorsque vous êtes en suivi. Et en suivi, et bien évidemment, ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas, comme chez Sony ou maintenant Canon qui a changé, ou même Nikon, je sais pas, enfin Sony et Canon sur le R3, pas sur les autres, et vous pouvez initier sur une zone, sur n'importe quoi, donc c'est assez intéressant, mais pas là. Vous êtes obligé d'être en collimateur suivi, comme je l'ai ici, voilà, comme vous le voyez là, youp là. Pré-AF, donc ça c'est un mode qui fait tout le temps l'autofocus. De ce que je vois, ça n'est pas efficace et puis ça demande à l'appareil photo, enfin c'est déjà assez relou puisque vous entendez tout le temps l'appareil photo faire la mise au point, surtout avec les vieilles optiques Fuji, donc ça va vite vous saouler. Et de ce que je vois sur tous les appareils photo où j'ai testé ce mode-là, l'autofocus n'a pas la même efficacité lorsqu'il est en pré-AF que lorsque vous utilisez vraiment l'AF. C'est un espèce de sous-autofocus qui va essayer d'aller au plus proche de la cible, mais ça sert à rien puisque en fait ça fera tout le temps la mise au point et pas forcément où vous voulez. Donc autant que vous contrôliez votre mise au point, ça peut servir dans quelques cas, mais il faut vraiment avoir l'appareil photo en fixe avec votre sujet qui est déjà dans le cadre au bon endroit lorsque vous voulez faire la mise au point. Voilà, c'est assez situationnel et peut-être pas forcément très intéressant pour vous au final. Donc je regarde combien de temps j'ai mis. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Témoin AF, donc moi je le mets pas, ça marche que en AFS, donc en gros ça allume une lampe pour savoir où faire la mise au point, en gros ça éclaire la zone à mettre au point. C'est très désagréable pour les modèles, donc ne le faites pas.
Et de toute façon, en AFC, ça ne servira à rien, puisque ça va plus déconcentrer l'autofocus. Et comment et bah, c'est pas terrible. Puisqu'en plus, vous faites la mise au point tout le temps, il ne faut pas de lumière lorsque vous prenez la photo. Bon, ouais. Réglage détection des visages. Donc il est sur non, parce que je l'ai réglé sur un bouton, et que là, je suis en mode de réglage de détection de sujet. Alors, c'est un truc qui est un peu étrange. La détection des yeux des êtres humains n'est pas au même endroit que la détection des sujets. Donc ça m'oblige, moi, sur l'appareil photo, à avoir un bouton pour le réglage des sujets, enfin des êtres humains, et l'autre bouton qui sert à faire le réglage des animaux. Bon, ce qui est bien, c'est que quand vous réglez l'un sur oui, l'autre se désactive. Donc si vous êtes en réglage détection des yeux des êtres humains, l'oiseau, par exemple ici, ne sera pas actif. Sauf que c'est assez étrange, et pourquoi pas l'avoir mis dans le même menu. Voilà. Et vous pouvez typiquement pas changer de sujet en appuyant sur un bouton. Il faudra aller programmer dans le menu Q pour que ce soit plus rapide, ou sinon vous le mettre dans le menu. Parce que sinon vous pouvez activer sur l'appareil photo la détection du sujet, mais pas quel sujet. Voilà. Et donc dans tous les sujets que vous avez, hop, vous pouvez choisir tout ça, animal, oiseau, voilà. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de mode de détection automatique. Mais bon, il n'y a que Nikon qui le fait, mais ça aurait pu être assez intéressant. Mode AF plus MF, j'ai mis sur non, il faudrait que je teste ça un jour. Assistant de mise au point. Donc on a ça, c'est un dépoli de Fresnel. Donc en gros, ça divise l'image en deux, c'est ça. Là, on a le peaking, donc standard, et on a le microprisme, encore un mode de mise au point manuel qui existait en photo argentique. Donc le dépoli de Fresnel, en gros, hein, c'est comme l'autofocus de phase, mais en manuel. Il y a deux, en gros, cercles. Il y a un cercle avec deux parties, et en fait, il faut aligner les deux pour que ce soit net. C'est un peu comme... c'est pas vraiment le même principe, mais c'est un peu comme les viseurs télémétriques, sauf que là, c'est juste, vous avez par exemple une ligne, et va falloir que les deux se coïncident pour que ça soit mis au point. Et le microprisme, en gros, il y a plein de petits losanges à l'intérieur qui vont être flous, et donc dès que toute l'image est nette, et qu'on voit plus le microprisme, c'est net. C'est pas très efficace, mais peut-être que ce sera ça allait plus là-dessus. Et on a le picking. Donc moi, je ne mets rien. Je préfère prendre la loupe et c'est beaucoup mieux. Vérification AF. Non. Alors, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Tac, tac, tac. Ta, ta, ta. Verrouillage AE spot. Oui, bien que je crois que je... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui est décrit à chaque fois, donc c'est à vous de deviner ce qui va se passer lorsque vous réglerez l'appareil photo. Verrouillage, AE, spot et zone mise au point. Oui. Ah oui, ça se verrouille sur la zone de mise au point ou sur le mode... Bah oui, c'est en théorie, oui. Même si je le fais pas... bon, bref. Même si, comme je suis en multi, en général, ça ne se voit pas. Paramètre TF instantané. Ah oui, ça doit être le... C'est bizarre. Pourquoi? C'était comme ça de base. Donc échelle de profondeur de champ en pixels. Donc c'est ce qui va être indiqué si vous indiquez dans l'affichage. Vous pouvez indiquer la distance de mise au point et vous pouvez le mettre en base de pixels ou en base de format de film. Priorité de déclenchement. Donc voilà. Ça, je vous conseille de le laisser comme ça. Chez Fuji, comme l'AF était jamais très très bon, on vous conseillait de mettre mise au point sur l'AFC. C'est le truc qu'il ne faut absolument pas faire. D'ailleurs, sur le XH2, lorsque vous êtes à 40 images par seconde, vous êtes en déclenchement, vous ne pouvez pas mettre la mise au point. Sur tous les appareils photo normaux, la mise au point est à peu près bonne, je dis à peu près, ou bonne, lorsque vous faites l'AFC en sélection priorité déclenchement. L'intérêt que ça a, c'est que ça utilise votre rafale de manière la plus standard possible, donc vous aurez toujours le nombre d'images maximales. Si vous utilisez mise au point, et bien si l'appareil photo ne voit pas que c'est vraiment précisément mis au point, votre rafale va drastiquement baisser.
Donc c'est pour ça qu'en AFC, il faut obligatoirement laisser le déclenchement. Et sur le XH2 et le XH2S, c'est bien mieux qu'avant, même si ce qui est dommage, c'est que l'algorithme a un espèce de trou à l'intérieur qui fait que des fois quelques microsecondes, on a des photos qui sont floues, alors que tout le reste du temps, elles sont nettes. Et donc en AFS, pourquoi on veut priorité mise au point? Parce que c'est le principe de l'AFS, on fait la mise au point, elle est bloquée, donc si c'était pas priorité mise au point, ça ne servirait pas à grand chose. Mais moi je trouve que de base, l'AFS ne sert pas à grand chose, donc je laisse toujours l'AFC comme je vous l'ai dit. Mode écran tactile, non, enfin pas en photo, parce que j'ai pas envie qu'à chaque fois que je touche l'écran, l'appareil photo prenne une photo. C'est assez bizarre comme phrase à dire. Mais voilà, donc je le laisse sur off au final et on a fini le mode AF-MF. Donc on va passer en prise de vue, qui est différent de qualité d'image. Donc c'est un des trucs que je trouve un petit peu étrange chez Fuji, c'est que typiquement sur tous les autres appareils photo, qualité d'image et prise de vue, ce serait exactement la même chose. Donc viseur pour le sport, ce que ça fait, c'est que ça rend votre viseur plus petit. Et je ne vais pas vous l'afficher là, parce que on ne verra pas dans le viseur. Mais c'est pour les porteurs de lunettes typiquement. Donc si vous êtes porteur de lunettes et que vous trouvez le viseur trop petit, faites ça. D'ailleurs, un petit truc assez marrant sur le XH2, quand je l'ai vu, je me suis dit, le viseur est quand même un petit peu petit, enfin l'affichage de l'écran. Parce que c'est pas à 0,80 en dioptrie à 0. C'est que c'est des petits filous chez Fujifilm, leur affichage 0,80, c'est comme n'importe quel affichage des autres. Enfin, par exemple, laissez-moi m'expliquer. 0,80 là-dessus, c'est en dioptrie maximale en zoom. Voilà. Donc certains d'entre vous n'arriveront jamais à aller à 0,80 sans avoir un problème à l'œil en regardant et avoir une image beaucoup moins nette au final. Et ce qui est un petit peu dommage. Normalement, c'est un réglage à 0. À savoir que par exemple le A7 IV ou le R3 c'est 0,74, le A7 IV c'est 0,78. Lorsque j'ai regardé le XH2 à dioptrie à 0, il est plus petit que le viseur du R3. À moins qu'il était mal réglé d'usine, hein, peut-être pas. Mais voilà, c'est des petits filous chez Fujifilm, 0,80, c'est vraiment le zoom maximal en dioptrie, enfin c'est la dioptrie maximale en positif, enfin je sais pas si c'est positif ou négatif, mais voilà. Mais le mode viseur sport, parce que en fait ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez un peu filouter avec le réglage de dioptrie, avoir une image un petit peu plus petite et du coup plus nette, puisque les pixels apparaîtront pas. Les points apparaîtront plus petits, donc l'image sera plus précise. Pourquoi je dis ça? Parce que le mode viseur sport, faites-le si vous êtes vraiment obligé et que vous ne pouvez pas modifier le dioptrie pour avoir une image plus petite, parce que vous allez perdre des pixels, puisque ça recroppe dans le capteur qui sert à gérer, bien évidemment, cette image que vous verrez. Et puis voilà. Donc prise de vue ES, tête après prise de vue, voilà, j'ai mis un bouton dessus, donc ça marche que bien évidemment lorsque vous êtes en électronique, et donc ça bufferise un nombre d'images pour que à l'instant T, comme vous avez votre cerveau il a un certain temps avant de comprendre, et vous avez quand même les photos que vous vouliez d'un instant précis, si vous aviez pu le rater sinon. Enfin, vous auriez pu le rater sinon. Vous voyez ce que je veux dire, ça prend des photos comme avant, comme chez Olympus par exemple, ou chez Nikon aussi sur le Z9. Donc, bien évidemment, on a le retardateur. Ce qui est dommage, c'est que ça n'apparaît pas dans les défilements, ce qui aurait été intéressant, puisque normalement, typiquement, c'est là-dedans, mais du coup, vous avez 2 ou 10 secondes. Donc, il faut aller là-dedans lorsque vous voulez faire des photos, alors, retardement, ou vous le mettez sur un mode C, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais regarder réglage retardateur. C'est moi du retardateur, oui, parce que sinon vous ne saurez pas à quel moment la photo va être prise. Cliché retardement intervalle. Hop, donc vous avez, ça s'appelle le bracketing. Ah non, c'est l'intervallomètre, voilà. Désolé, j'ai dit une bêtise. Donc vous avez votre intervallomètre ici. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que c'est le seul moyen de faire du timelapse. Vous n'avez pas de timelapse vidéo dans le Fujifilm X-H2. Lissage, mais non, bien évidemment, comme je vous ai déjà dit avant. Tac, tac, réglage prise de vue AE. Voilà. Donc là, c'est l'exposition. Donc je le mets toujours sur, pas ça, ça. Parce que je m'en sers très rarement, mais si je bloque dessus, ça me permet tout de suite de voir qu'il y a un petit problème.
puisque en fait mon image est moins exposée, mais bon, vous le verrez tout automatiquement, puisque votre appareil photo fera une rafale de 3. Et le mode que je trouve le plus intéressant, à savoir qu'il n'est pas chez les autres concurrents, c'est que vous pouvez faire, donc ça sert uniquement si vous faites que du JPEG, hein, bien sûr, puisqu'en gros vous pouvez, comme je vous l'ai dit, réappliquer les simulations de films, à part si vous utilisez le Nostalgic Neg. Donc en gros ça prend une photo et ça vous met dessus directement 3 simulations de films que vous choisissez ici. Donc si vous n'êtes pas sûr de la simulation de film que vous voulez, vous pouvez faire ce mode-là et c'est plutôt pas mal. Réglage donc de bracketing de mise au point, donc pour avoir une image plus nette. Donc on a l'intervalle, c'est comme l'intervallomètre, mais pour la mise au point. Alors si la photométrie est bloquée, c'est bien évidemment parce que le sujet, alors si je me mets, voilà, on va voir si ça marche. Donc voilà, là c'est sujet être humain. Hop, si je fais ça, non. Et si je fais ça, hop, voilà. Et que je reviens là, non, ça va pas le faire. Pourquoi ça ne le fait pas? Voilà. Voilà. Maintenant, ça me met en mode multi. Mais sinon, ce serait soit visage, soit le sujet à détecter. Donc si vous voulez vraiment la photométrie comme ça, faites bien attention d'avoir tout enlevé toute votre détection de sujet avant. Donc on a le type de déclencheur. Et il y a une chose qui est beaucoup plus intéressante avec Fuji qu'avec les autres, et j'en entends pas beaucoup parler, alors que c'est une grosse qualité de Fujifilm, et plutôt que dire que c'est mieux que du plein format ou des choses dans le genre, vous voudriez un petit peu parler de ça pour, convaincre les gens d'aller chez Fujifilm. Donc on a le déclencheur mécanique, déclencheur électronique, normal, hop, premier rideau, premier rideau, donc ça c'est nul, ça sert à rien. J'ai jamais compris à quoi ça servait, puisqu'on perd en qualité d'image, puisqu'on utilise 2 obturateurs différents qui oblitèrent certaines qualités de l'image, comme le bokeh et les choses dans le genre. Mais il y a des choses assez intéressantes, c'est que lorsqu'on peut mélanger mécanique et électronique, donc par exemple, on peut se dire, il y a quand même du rolling shutter là-dessus, je ne veux pas tout le temps avoir l'obturateur électronique. Vous pouvez utiliser l'obturateur mécanique jusqu'à 1/8 de seconde, un 8 millième de seconde, pardon. Et après, vous pouvez aller jusqu'au 1/180 millième dont est capable le XH2. Je ne sais pas pourquoi le XH2S n'est pas capable de faire ça, alors qu'il en profiterait peut-être un petit peu plus. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est un appareil photo pour faire du shooting de mode, et plus que le XH2S. Enfin bref. Du coup, vous pouvez passer au-dessus d'un 8 millième de seconde. C'est dur à dire, avec l'obturateur électronique. Et vous avez tout plein de trucs différents en plus derrière, que je trouve pas vraiment plus intéressant. Moi je trouve que le plus intéressant c'est mécanique plus électronique. Même si pour l'instant j'utilise que le mécanique. Voilà, donc peut-être que pour ce mode là, je pourrais faire ça. Tiens, on va faire ça. Attends, j'étais où? Voilà, type de déclencheur. Et donc là, je peux revenir là et me dire que, comme je vais prendre des oiseaux en photo, ça pourrait être intéressant de le garder. Et donc voilà, il m'affiche le réglage. J'espère que je n'ai pas modifié d'autres trucs, sinon ce sera rigolo. Bon, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Hop, donc j'étais ici. Réduction du scintillement, non, vous pouvez mettre oui, bien évidemment. Chaque photo, première photo. Alors, ça, suivant, en fait, ça dépend des appareils photo, mais typiquement, les appareils photo qui n'ont pas de capteur empilé, ça va affecter la rapidité de leur rafale. Mais le R3, par exemple, lorsque je mets le mode anti-scintillement, n'a aucune différence en rafale, c'est juste la lecture du capteur. Plus elle est rapide, plus la réduction du scintillement sera efficace. Ce qui ne sera pas forcément le cas ici, donc je ne le mets pas. Et après, vous avez ce qu'on appelle l'obturateur variable, ou comment on appelle ça? Le synchroscan, comme disent certains en vidéo.
Et donc ça vous permet de pouvoir régler une vitesse de déclenchement en incrément beaucoup plus petit, ce que je ne fais pas ici. Je m'en sers sur la 7.4 notamment pour pouvoir avoir la règle des 180 degrés sur le 60 images par seconde, mais ici on l'a directement les angles d'obturation, donc il n'y a pas besoin de ça. Donc ça peut être par exemple intéressant lorsque vous avez de la lumière nulle, typiquement lorsque je prendrai le XH2 pour faire des photos d'exposition, si je reviens à une exposition à jour, oui. Mais voilà, je sais que c'est ce que j'utilise avec la 7.4, parce que par exemple ces capteurs qui n'ont pas une lecture très très rapide voient beaucoup plus le flickering que les autres, et donc utiliser l'obturateur variable va grandement vous aider avec ces appareils photo à avoir des photos avec des lumières qui font pas des, qui font pas des taches ou qui font pas des lignes assez bizarres. Ce sera beaucoup mieux. Donc stabilisateur toujours actif, photo uniquement. Oui, donc ça je l'ai mis dans mon menu Q. Donc voilà, vous pouvez choisir si c'est photo uniquement ou parce qu'en fait vous avez bien évidemment en dessous le menu vidéo. Donc voilà, j'ai mis toujours actif. ISO, donc on était en ISO auto, donc voilà, ce que je comprends pas dans ces appareils photo là, c'est pourquoi faire un menu où on remet les ISO dedans, peut-être parce que certains d'entre nous veulent pas avoir l'ISO sur un bouton, c'est plausible, donc il est ici. Et on a le convertisseur numérique, donc on peut aller voilà, beaucoup plus loin. Hop, c'est marrant ce que ça fait. Wouhou! Tiens, c'est bizarre ça. Bref. C'est beaucoup plus intéressant que je trouve en vidéo où vous pouvez prendre votre 4K HQ et rezoomer dedans et redézoomer directement en enregistrement. Et en fait, l'oversampling va changer à chaque fois. Réglage du ventilateur de refroidissement. Alors ça, c'est un truc à savoir. C'est intéressant. Vous pouvez utiliser le ventilateur pour faire de la photo. Et moi, je trouve ça limite plus utile qu'en vidéo parce que pour moi, il surchauffe très très peu cet appareil photo. Mais avoir le ventilateur peut être intéressant, à la fois en photo et en vidéo. Parce qu'en photo, vous pouvez faire par exemple des photos d'étoiles avec sans faire chauffer le capteur et donc avoir beaucoup moins de pixels chauds sur le capteur. Et donc c'est intéressant de voir ça, puisqu'il y a marqué photo et vidéo. Donc vous pouvez utiliser le ventilateur, le mettre à fond en photo, donc ça vous utilisera beaucoup plus la batterie, donc faites attention à ça. Attention à ça, mais voilà, c'est vraiment assez cool. Et c'est pour ça que je me vois dans le futur potentiellement acheter ce ventilateur. Il faudra que je vois s'il est assez efficace en termes de photos d'étoiles, puisque enfin, voilà, j'ai quand même des pleins formats à côté, surtout mon Sony 33 millions de pixels, donc il faudra voir ce que ça donne. Mais voilà, potentiellement, si j'ai des très très belles optiques que j'aime sur le Fujifilm, comme même ce 13 mm ou peut-être le 18 bientôt, et ben ça donnera des choses assez vraiment pas mal si je peux avoir un capteur qui est plus froid et donc qui va moins avoir de bruit et de tâches dues à la chauffe des pixels. Donc là ça va aller très vite parce qu'on ne peut pas régler de fonction flash sans avoir de flash, et comme j'en utilise jamais, et ben c'est là où, désolé les utilisateurs de flash, vous êtes un peu frustrés avec moi parce que je préfère la lumière naturelle, pas que je trouve ça pas intéressant, mais voilà. Donc là on a l'enregistrement vidéo, mais en photo. Donc on peut choisir, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas choisir autre chose que Full HD. Ah oui, ah oui, parce que je suis en enregistrement grande vitesse. Mais en fait, ce que ça détermine, ça, c'est votre enregistrement lorsque vous êtes en photo, ce que ça va faire. Alors, si je passe en vidéo, j'aurai plus du tout ces réglages-là. Donc on a un réglage, si vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, en photo. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez régler ce que vous voulez. Et puis, voilà. Par contre, vous ne choisissez pas le mode d'exposition, apparemment là-dessus. On peut choisir la stab, mais en fait, là, elle s'est mise toute seule comme ça parce que j'ai enlevé la stab en vidéo tout à l'heure. Donc ça, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est quand même affecté par le choix que j'ai fait tout à l'heure lorsque j'ai fait une vidéo sur une powerbank qui est d'ailleurs là en train de charger ma Aputure MC qui est au-dessus. Voilà. Donc on a les réglages audio, donc ça vous permettra de régler le...
réglage. Ah oui, parce que comme c'est en photo, j'ai pas réglé ça du tout. Donc en fait, ça règle le préampli de l'appareil, enfin, ça règle le micro de l'appareil photo, ça règle les micros qui sont branchés dans l'appareil photo. Donc n'importe quel micro dans le jack, vous aurez besoin de régler le niveau micro externe. Vous avez le réglage en micro ou en ligne. Donc par exemple, vous pouvez mettre des enregistreurs externes dedans et le mettre en mode ligne. Comme ça, vous aurez un audio correct et qui ne sera pas saturé, puisque ça ne prendra pas encore en compte le préampli de l'appareil photo, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres appareils photo, comme par exemple les Sony. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre un zoom f6 dedans et que vous ayez un audio clean qui sort directement de la 7.4. Hop. Donc on a toutes les choses, toutes les aides à l'enregistrement que je ne mets pas, parce que je déteste les filtres, par exemple les limiteurs au filtre vent. Et ben en gros ça baisse le son et ça fait rien d'autre, donc j'aime pas trop ça. Donc le passe-bas ça pourrait être intéressant, mais non. Et là on a le réglage de l'adaptateur microphone, donc vous pouvez utiliser soit les 4 chaînes 4, soit vous pouvez en utiliser que 2. Alors, toc toc. Et là, vous voyez que ça utilise 2 micros XLR et 2 appareils photo. Je trouve ça un petit peu dommage. Surveillance, voilà, appareil photo. Et on peut faire ça comme ça, sortie audio HDMI. Vous avez tous vos réglages c'est pour l'instant, je ne sais pas si on aura un de Fuji, le CA-XLR2F. Oui, ça. Non, 2DF, pardon. Donc maintenant, on va être dans configuration utilisateur. Donc là, on a vu que c'était là, on va voir le formatage ici. Donc on va pas faire ça parce que j'ai une vidéo à l'intérieur pour vous. Hein. Et là, c'est les photos. Photos, je pourrais faire, je pense. J'ai déjà enregistré ce que je voulais. Et donc, on a les réglages de mon menu. Donc, réglage mon menu, c'est ce qui va être en dessous qu'on voit pas là, le my. Et donc, c'est ce qui vous servira à pouvoir, par exemple, mettre le formatage avec ce que vous voulez comme utilitaire photo, vidéo, si vous n'avez pas besoin de tous les autres. Donc, ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, s'il y a des choses dans le menu qui vous embêtent, parce que c'est pas placé à un très très bon endroit où vous ne vous souviendrez pas d'où c'est, et bien réglez ça dans mon menu et vous pourrez, avoir ça directement au bout des doigts et vous saurez que même si vous ne savez pas trop où c'est, ce sera dans mon menu directement. Et on peut le régler aussi bien évidemment en vidéo. Donc on a le nettoyage de capteur, donc on peut dire allumage quand on éteint et on peut le faire comme ça tout de suite et puis voilà. Et contrairement à Sony, on peut encore utiliser l'appareil photo après, il ne faut pas l'éteindre et le rallumer. Et puis, donc on passe ici, donc on peut voir l'âge de la batterie, donc elle est nouvelle, bien que après mes millions de tests de surchauffe, d'ailleurs j'ai pas encore fini, et ben j'ai dû recharger les batteries combien de fois? Une trentaine de fois là déjà, peut-être un peu exagéré, une quinzaine de fois chacune. Bon bref. Hop, on peut réinitialiser, on peut voir le réglementaire, tous nos petits logos, voilà. Configuration du son. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que ça, par exemple, on n'a pas ça dans un R5. On ne peut pas régler de bip en obturateur électronique, ce qui est nul. Oui, voilà. Volume appareil. Ah, on peut faire biper l'appareil, genre. Non. On va le mettre sur non. J'ai pas envie de. Attends, c'est quoi MS? Mechanical Shutter EF. Ah oui, d'accord, c'est quand on a les deux enclenchés. Volume lecture, 10. Menu audio. Ah voilà. Ça, c'est en fait ce que ça détermine, c'est quel jack est utilisé pour l'audio, enfin pour monitorer l'audio, soit sur l'appareil photo, soit sur le dispositif XLR, puisque le dispositif XLR a de quoi monitorer l'audio. Par contre, là où vous aurez peut-être besoin de l'appareil photo, c'est que si vous avez le CA-XLR 2
D, mais pas F, par exemple le C, et vous n'avez pas comment dire ça, ce qui permet d'avoir l'audio directement dans l'appareil photo, et ben vous allez passer par le jack pour le mettre dans le micro, donc vous serez obligé de passer dans l'appareil photo. Mais je ne sais même pas s'il le reconnaît comme ça, donc ça se trouve, c'est moi qui dis des bêtises, mais en tout cas, vous avez ce truc où vous en avez un jack audio, enfin audio, de monitoring sur le module XLR ou dans l'appareil photo. Et de ce que je vois, pour l'écran orientable, pour vous, moi je m'en fiche parce que j'ai un L-bracket, c'est plutôt mieux de le mettre sur le module XLR si vous utilisez le CA XLR 2DF. Configuration d'écran, donc voilà, réglage view mode. Voilà. Donc on a prise de vue, lecture, sensor, ouais. On peut mettre quoi? IVF seul, donc non. Donc ça c'était très bien. Luminosité, je ne sais pas pourquoi c'est plus 1 et c'est pas auto tout simple, mais ça marche peut-être comme ça, hein, tout simplement. Hop, EVF, photo, ouais, couleur EVF, vous pouvez changer la couleur, je ne le fais pas, parce qu'elles sont déjà très très bien. Mais par contre, le système est vraiment bien, vous avez beaucoup de couleurs, alors que chez Canon, vous avez que 5 ou 3 réglages. Enfin, j'ai entendu du bruit. Mais voilà, c'est très très bien. Vous avez aussi LCD, image, vous pouvez, comme ce qui était le cas sur les DSLR avant, donc les réflexes, afficher sur l'écran. Le problème que ça a, et c'est pour ça qu'on le fait plus aujourd'hui, c'est que ça s'affichera dans le viseur aussi. Vous pouvez après, sur certains appareils photo, juste le mettre sur l'écran arrière, mais voilà. Du coup, là, je le mets sur non, mais si vous voulez, vous pouvez l'afficher sur 0,5, 1,5 et continue. Il faudra appuyer sur le déclencheur, bien évidemment, pour pouvoir repasser dans le mode de prise de vue. Hop, 1,4, donc voilà. Auto-rotation, auto de l'écran, oui, en fait, ça permet aux affichages de se mettre en vertical lorsque vous êtes en exposition verticale. Donc ça, c'est très bien. Aperçu exposition, donc ça vous affiche l'aperçu. Si vous mettez sur non, ça vous mettra une vision d'exposition moyenne de la scène, ce qui est bien par exemple pour faire du flash, parce que vous n'avez jamais l'aperçu du flash avant de pouvoir avoir pris votre photo, donc l'exposition sera totalement incorrecte. Donc mettre juste un aperçu de la scène juste pour pouvoir faire la mise au point, cadrer votre modèle de façon correcte, et bien vous mettrez sur non. Et après, on peut juste, si on veut la balance des blancs, mettre aperçu bébé, ou sinon, au cas des deux, on met sur non. Voilà. Vue en direct naturel, non. C'est un peu un mode un peu équivalent. C'est censé faire comme sur le R3, un mode réflexe. Je trouve que ça ne marche pas. En fait, c'est censé prendre en compte les affichages HDR des viseurs, donc pour donner une image plus belle. Mais le principe d'un OVF, c'est que vous voyez aucune différence en exposition. Vous voyez juste ce qui se passe, sauf que c'est un écran. Donc vous ne pouvez pas avoir une exposition moyenne. Donc il va forcément réadapter son exposition. Vous aurez toujours un moment où vous regardez un endroit et puis l'exposition d'un coup, hop, flasher. Et puis en plus, souvent, en mode direct naturel, vous n'avez pas l'affichage de la profondeur de champ. Donc vous voyez que en pleine ouverture. Ce qui est assez compliqué. Visualisation assistant F-Log, oui. Donc quand je suis en vidéo, je vois directement ma vidéo avec un espèce de LUT dessus, donc ça me permet d'exposer plus correctement ma vidéo. Même si souvent du coup la vidéo est plus contrastée que la retouche que je ferai après. Réglage du niveau électronique, on peut mettre oui ou non, donc ça vous affichera le niveau dans l'écran, guide de cadrage, donc voilà, on peut mettre ça, grille de 24. Je trouve que le grille de 24, ça fait un peu beaucoup. Ce qui est dommage, c'est qu'on a une grille cadrage HD, mais on n'a que ça. Donc en gros, en vidéo, on peut pas faire on peut pas profiter par exemple du 8K pour essayer de recadrer dedans, du 4 tiers ou des choses dans le genre. C'est un petit peu dommage. On pourra le faire bien évidemment à partir du moniteur. Je suis pas sûr qu'on puisse faire du 4 tiers là-dessus, mais dommage. Faudrait voir, de toute façon on est dans le menu réglage. J'allais dire, il faudrait voir ce qui se passe en vidéo, mais ça sera la même chose. Réglage de rotation automatique. Non, en fait ça vous affiche la photo retournée. Moi j'aime pas parce que je préfère avoir la définition maximale pour regarder ça. Et donc voilà. Distance de mise au point en mètres, oui, sinon vous avez des feet, des pieds. Hop, donc numéroté, donc vraiment l'ouverture, la transmission plutôt que le f-stop. Donc c'est ce qui est directement transmis plutôt que la valeur
technique ou d'ingénierie, on va dire ça comme ça, de l'objectif. Puisque le numéroté, ça prend en plus en compte le fait que les traitements d'optique font que des fois il y a moins de lumière qui passe à travers la formule optique. Paramètre de double écran, ça je m'en suis jamais servi, mais ça permet de pouvoir faire la mise au point. Ah oui, d'accord. Focus et image. Donc l'image est dans le petit, non, le focus est dans le petit, et l'image est dans la partie grosse, alors que là c'est inversé. Ok. Affichage, réglage perso, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans votre viseur. Donc vous regarderez ce que vous voulez dedans. Témoin distance AF, témoin, voilà. Si vous voulez avoir témoin distance en autofocus, il faut l'activer ici. Sinon, vous l'aurez que lorsque vous êtes en manuel. Histogramme, alerte, non, ça j'aime pas. De prise de vue. Donc la plupart sont de base dessus. Hop. Et donc on va voir flash, blablabla. Donc réglage du ventilateur, image restante, contour d'encadrement, j'ai pas mis. Voilà, donc c'est bon, on a tout vu là-dessus. Alors là, c'est le mode d'affichage. Si vous êtes malvoyant, vous pouvez mettre l'affichage en grand dans le VF ou dans le LCD et vous pouvez régler l'affichage là-dessus. Donc spécifiquement, certains réglages, si vous les trouvez plus petits, enfin trop petits. Réglage d'info de contraste, hop, contraste faible. Donc voilà, ça c'est le mode nuit. Donc peut-être que ça peut aider si vous faites ça. En fait, je vois pas l'intérêt parce que vous êtes quand même censé un petit peu voir ce qui se passe dans l'image. Alors que là, par exemple, image, enfin, ambiance sombre, là c'est impossible. C'est pas comme quand vous êtes sur votre ordi et que vous allez faire du Word ou du Excel. Là, on est en train de prendre des images. Donc je vois pas en quoi c'est intéressant. Mais si vous le voulez, hein, et que vous n'avez pas de problème avec ça, ben, vous l'avez ici. Info de localisation, oui. Ah, je l'ai laissé sur oui. En gros, info de localisation, si vous avez votre le GPS, puisque vous avez une info de GPS qui s'affiche dessus, ce qui est très ennuyeux, qui clignote rouge, vous allez là-dedans, vous mettez sur non et ça va vous l'enlever. Réglage submoniteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je veux dire, cool, je règle quoi? Bah, ça, voilà. Vous pouvez pas mettre grand chose de plus. Je crois que tous les réglages que vous pouvez mettre, voilà, c'est tous les réglages qui sont déjà dans le truc. Donc, à quoi ça sert d'avoir fait ça? C'est juste si vous voulez en enlever. Donc, arrière-plan du menu Q, moi j'ai mis noir en photo et transparent en vidéo. Voilà, c'est une question de style. Et la couleur du submoniteur, je l'ai mis en blanc. De base, elle est en noir. Mais je préfère l'avoir en blanc au final. C'est plus clair. D'ailleurs, il faudra que je fasse ça sur le R3 aussi. Configuration, touche et molette. Alors là, ça va être le plus marrant. Donc, je vais vous indiquer ce que j'ai fait. Alors, le problème, c'est que je me souviens plus du réglage de base de l'appareil photo. Donc, il faudra regarder ce que vous avez de base sur votre appareil photo et voir si ça peut vous convenir. Configuration, touche et molette. Donc, réglage du levier focus. Ah oui, donc alors, réglage du levier, réglage du joystick. Voilà. Donc j'ai mis sur centré, donc ce qu'on devrait faire tout le temps sur un collimateur, sur un collimateur. Moi aussi je me trompe sur un joystick, c'est centré. Donc en gros vous cliquez sur le joystick, le bouton qui est joystick, sur le joystick, et ça recentre. De base, c'est réglé sur la zone autofocus, donc vous cliquez et vous pouvez choisir. Moi j'aime pas ça, je préfère mieux recentrer. Et incliner, bien évidemment, c'est sélectionner. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Modifier la zone de mise au point. Ah oui, vous pouvez, c'est juste pour... oui, ça sert à rien. Parce qu'après, on le changeait quoi? Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, le levier focus, ça s'appelle un joystick, donc bravo la traduction. D'ailleurs, je dois être un peu fatigué parce que j'ai pas vu les grosses fautes qu'il y avait partout, parce qu'il y a un moment où il y a marqué réglagre, quand même. Donc, menu rapide, en photo j'en ai mis 16 fentes, j'ai dû laisser tout ce qu'il y avait à la base. Voilà, donc les plus intéressants pour moi, c'est réglage détection visage-yeux. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dessus, parce que j'en ai pas besoin, je l'ai déjà. C'est plutôt voir si je peux régler
l'œil droit et l'œil gauche. Il faudrait que je vois ça. Mais je ne vais pas allonger encore la vidéo. Là, c'est là, ici, que vous pourrez régler les différents sujets. C'est ce que je vous ai dit, mettez ça ici. J'ai mis la stable là, vous pouvez la mettre directement sur une touche, mais c'est parce que je ne pouvais pas tout mettre sur des touches. Là, on a le détail, les couleurs, ça, alors que ça, je ne réglerai jamais. Mais voilà, il faudra que je vois ça. J'ai pas encore eu, en photo, j'ai pas encore vu trop de choses qui me dérangent. Et où j'ai besoin forcément d'utiliser tout le temps le menu Q, donc j'ai pas forcément réglé ça aussi bien que le menu vidéo. On va revenir en arrière et voir ce que j'ai mis en vidéo. Donc de base vidéo c'est 8, me semble-t-il. Voilà, et j'en ai mis 12. Et donc ce qui est marrant c'est que j'en ai mis 12 parce qu'il y en a un qui est pas réglable. D'ailleurs c'est quoi? C'est... Ah oui, c'est le mode d'exposition. Et voilà, et encore une fois, il s'est barré, je sais pas où, voilà. Et c'est un bug qui arrive que dans ce menu-là, c'est assez bizarre. Donc là, j'ai mis, bien évidemment, vitesse de défilement, résolution... Donc voilà, si on va... Non, c'est pas ce que je voulais... Ah oui, c'est vrai que c'est le réglage. Comment, débit binaire, donc bitrate, qui est vraiment un truc où il faut faire attention sur le XH2, puisque par exemple, faire 360 mégabits ou 720 mégabits par seconde en 1080p, ça sert absolument à rien. Même d'ailleurs en 24 images par seconde en 4K. Donc là on a le détail, on a les ISO élevés. Donc en fait c'est pour voir si je veux les régler. Ils sont de base pour moi à moins 4 les deux je crois. Ou c'est 0 en netteté. Le réglage minimal on va dire ça comme ça. Là j'ai le niveau de l'audio. Là j'ai l'obturateur variable. Ou le synchro scan si vous préférez ça. La stabilisation d'image, le mode haute vitesse, le réglage des sujets bien évidemment, et les simulations de film si je filme pas en F-Log 2, ce qui n'est jamais le cas, mais je les ai au cas où. Hop, réglage du menu fonction. Donc voilà, là on va passer sur les touches. Donc voilà, hop, j'ai mis du coup là ma zone autofocus, voilà que j'ai ici. Du coup, tac tac tac, si je fais ça et que je reviens, ça ne m'enregistre pas. Voilà. Donc on va juste regarder ensemble vite fait tout ce qui se passe dedans, vous pouvez choisir vous-même. Vérification AF, mode de mise au point, mode AF. Alors il faut bien regarder dedans parce qu'il y a des trucs qui sont comment dire ça, assez différents, photo et vidéo. À savoir que j'ai deux boutons qui règlent le mode et la zone. Je crois que le mode AF, ça sert à régler en vidéo si on veut zone ou mode large. Et ce qui est bizarre, c'est pourquoi on ne peut pas utiliser le même bouton qu'en photo, parce que c'est pas optimisé pour. Voilà. Donc on a le réglage personnalisé AFC, détection des visages, commutateur œil droit et gauche, c'est ça qu'il faut que je vois si je peux le mettre dans le menu Q. Détection des sujets on-off, voilà, limiteur de plage AF, ça peut être intéressant aussi. Donc vous pouvez, comment dire ça, régler votre mise au point, mettre un endroit à un autre, et ça permettra à l'autofocus d'être beaucoup plus précis puisqu'il n'ira jamais au-delà de ces zones. Blocage de vérification de mise au point, et je crois que vous avez, en limiteur de plage AF, vous avez 3 réglages, une chose dans le genre. Blocage de vérification de mise au point, mode viseur pour le sport, donc voilà, on a déjà vu ça. Je vais vous les passer, photométrie, type de déclencheur, réduction du scintillement, voilà, donc l'obturateur variable ici, ISO, stabilisateur, téléconvertisseur numérique, voilà, réglage, donc vous avez pas mal de fonctions disponibles, Zebra, réglage du ventilateur de refroidissement, d'ailleurs ça c'est peut-être un truc, si je peux le mettre dans le menu Q, il faudrait que je le fasse, si j'ai un jour, comme je vous l'ai dit, ça m'intéressait, le ventilateur. Hop, contrôle de film optimisé. Donc en fait, ça c'est le type de réglage lorsque vous êtes en vidéo. Vous pouvez activer le réglage film optimisé. En fait, ça vous permet du coup de pouvoir utiliser le diaphragme manuel, qui n'est pas mécanique puisque c'est direct, c'est couplé électroniquement en photo. Mais en vidéo, ça va soit permettre de le mettre en automatique parce que là il est à 1.4, mais en vidéo il est des fois en automatique. Ce qui n'est pas vraiment très bien d'ailleurs sur le Viltrox, sur le XH2, même si je suis en firmware V2 là, sur le Viltrox. Réglage view mode, voilà. Tac.
Et ce qui est bien, c'est que la plupart des boutons sur le XH2 sont réglables. Donc on va voir ça juste après. Hop. Donc on a le zoom, voilà, à vitesse constante. Donc ça vous permet de faire votre zoom lorsque vous êtes en 4K et HQ, de faire le zoom, enfin d'appuyer d'un côté sur un bouton pour zoomer et de l'autre bouton pour dézoomer. Donc on a, je sais pas T, mais je crois que le W c'est wide. Et donc on a aussi la mise au point sur les objectifs qui sont disponibles. Alors, par exemple, c'est quoi? C'est le 18-120, le nouveau, qui est à 1000 € là, qui est spécifiquement fait pour la vidéo, avec un zoom électronique et la mise au point qui est réglable de cette façon-là aussi. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible avec d'autres. Enfin, je vous teste ça un jour. Verrouillage AE, donc AEL, donc il y a plein de choses. Hein. Réglagre, voilà, réglagre, verrouillage. Donc on passera un peu des fois sur la traduction ou sur l'orthographe. Et puis voilà, donc on était sur aucune. Voilà. Est-ce que j'ai tout fait? Voilà, si j'ai tout fait. Voilà. Maintenant, hop. Donc enregistrement de la zone de mise au point sur le bouton d'enregistrement. Ce qui est pas ça à la base, j'ai laissé ISO puisque c'est marqué ISO et il faut mettre un bouton pour les ISO, donc je l'ai laissé là, balance des blancs. Ce qui est marrant, c'est que d'habitude je ne garde pas ce bouton, mais comme il est marqué balance des blancs, je me suis dit pourquoi pas le garder. Après, mon FN1 c'est enregistrement, donc le bouton juste derrière la balance des blancs. Le FN2 qui est devant, ça me permet de choisir autofocus, manuel, et AFS, même si je n'utilise pas AFS puisque je l'ai directement sous le doigt. Ce qui n'est pas pareil d'ailleurs sur mon R3 puisque ça activerait l'autofocus avec l'eye control. Il n'y a pas d'eye control là-dessus bien évidemment. Hop, FN3, donc là c'est... ah oui, d'accord. Le FN3, ça me permet en vidéo manuelle de pouvoir faire de la compensation d'exposition lorsque j'ai besoin. Donc on appuie sur le bouton et on règle plus ce qui se passe dans l'appareil photo, mais juste la compensation d'exposition. Bien évidemment, lorsqu'on est en mode semi-automatique, ce sera le réglage, la molette arrière qui servira à faire la compensation d'exposition. FN4, c'est... ah oui, je me disais, bah, tiens, c'est pour régler l'autofocus sur les animaux, enfin, oiseaux, animaux, trains, avions, motos, et tout dans le genre. Mais bien évidemment, pas choisir le sujet, juste choisir que le sujet soit, soit suivi. FN5, voilà. Donc moi j'ai mis mon zoom en wide, ah oui, c'était de l'autre côté, en FN5, donc vers la gauche, et zoomer vers la droite, voilà. FN7, bien évidemment, comme je vous ai dit au début, je ne peux pas faire photo et vidéo. Donc là, en bas, j'ai mon affichage zébra. FN1, donc, hop, c'est quoi ça? Voilà, réglage personnalisé. Donc si j'appuie vers le haut, en photo, ça me met qu'à autofocus. Mais ça fait rien en vidéo. Donc un truc qui sert à rien. Et faites attention, ils ne sont pas activés au départ. Hein. Vous avez les fonctions, mais comme très peu de gens aiment ça, et ben c'est désactivé. Donc voilà, lorsque je suis en manuel, ben, ça me permet, lorsque je touche vers la gauche, de pouvoir activer le zoom. Et là, lorsque je suis en obturateur électronique, ça me permet de faire mes pré-shots, donc d'avoir un nombre de photos bufferisées avant la prise de vue. Et là, c'est la, comment ça s'appelle? La stabilisation, le boost de stabilisation, voilà. Donc en fait, du coup, j'ai pas pris des fonctions qui dérangeraient si j'appuie par inadvertance trop sur cet écran tactile. Donc l'AEL, j'ai choisi détection des yeux des êtres humains. Hop, donc ça c'est l'iPhone, ça n'a pas changé du coup tout. Menu Q, bien que j'avais changé à un moment donné, j'ai laissé le menu Q puisque voilà, c'est plus simple, hein, il y a le nom dessus. Et mon View Mode me sert à sélectionner l'AF, donc c'était ce mode-là, voilà le mode AF, ce qui veut dire que ça me sert à sélectionner entre zone et large en vidéo. Hop, tac, tac, tac. Et puis voilà. On a les réglages de fonction de zoom motorisé. Donc voilà, sur d'ailleurs c'est le 18-200, 120 pardon. On peut
hop, régler les fonctions qu'on va avoir dessus. Réglage FN. Bouton. Attends, c'est quel bouton ça? Je me souviens plus. C'est un bouton précis, mais je me souviens plus c'est lequel c'est déjà. Réglage tous de sélection. Ah ouais. Paramètres de molette de commande. Voilà. Donc là, vous réglez exactement ce qui se passe. Donc en P, voilà, vous avez programme, décalage et l'exposition. Donc le décalage, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est choisir, comment dire ça facilement? En fait, le décalage de programmation, c'est que ça reste exposé de la même façon, mais ça change la proportion, le décalage entre la vitesse et l'ouverture, en gros. Donc c'est un peu manualiser le tout auto du mode programme. Si vous avez à peu près compris. Et derrière, c'est la conversion d'exposition. En mode S, voilà, j'ai préféré faire ça. Donc j'aime bien garder comme j'ai choisi, donc shutter speed derrière, donc réglage de vitesse derrière, et réglage d'ouverture devant. Donc ça veut dire que ma composition d'exposition est devant lorsque je suis en mode S. Il faut prendre le coup parce que chez Canon, c'est pas le cas. Et Sony, de toute façon, ils ont leur propre molette de composition d'exposition. Et donc là, voilà, F et manuel F et S. Voilà. Donc on est bien tout organisé comme je voulais. Et c'est bien de pouvoir faire les deux. Opération SS, shutter speed, oui. Parce que si je mets non, ça fait quoi? Il y a des trucs comme ça qui sont pas vraiment très compréhensibles. C'est très réglable, mais pour une efficacité qui est des fois pas forcément très bonne. Alors, pas que l'appareil photo soit mauvais, hein, mais il y a des choses assez particulières quand même. Donc on peut choisir la direction des molettes. Donc en gros, pour les nikonistes convaincus, pouvoir changer la direction des molettes. Parce qu'il n'y a que les nikonistes, comme les Nikon, qui ont une molette avec une direction différente, une ouverture avec une direction différente. Je crois qu'il y a aussi certains Sigma qui ont la mise au point ou le zoom qui se passe de manière différente des autres appareils photo. On a obturateur AF, donc voilà, j'ai mis AFS off, AFC off. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est compliqué. Hein. Ça veut dire que, en fait, obturateur AF, c'est obturateur. Est-ce que l'obturateur fait l'autofocus? Voilà, il faut comprendre. Et donc là, il y a du coup, c'est de l'exposition. Et moi, j'ai dit on là-dessus, je sais pas pourquoi. Non. Voilà. D'ailleurs, ce qui va être embêtant, c'est comme je suis en mode custom. Ah non, peut-être pas, ça va rester. Oui, c'est ça. Tout ce qui est pris dans le menu de config ne s'applique pas en théorie, hein, je crois. On va aller regarder. Au custom settings. Ça se trouve, je dis des bêtises. Hein. Voilà, je dis des bêtises et c'est embêtant. Donc certains modes seulement. Donc ce que j'ai dit c'est n'importe quoi. Mais par contre ce qui est sûr, hein, si vous voulez faire les malins, et ça n'arrivera pas, vous ne pouvez pas régler l'appareil photo spécifiquement pour un mode. Vous pourrez vous dire en vidéo je peux le régler différemment et l'enregistrer. Non, ça ne s'enregistre pas. Une fois que votre appareil photo a ses touches enregistrées pour quelque chose, c'est pour toute sa vie, que vous soyez dans un menu, enfin dans un mode comme dans l'autre. Moi je pensais pouvoir régler exactement comme je le voulais en photo et en vidéo. C'est pas le cas. Prise de vue sans objectif, bien évidemment, parce que s'il n'y a pas de contact et qu'on veut prendre des photos. Prise de vue sans carte, non, parce que si vous prenez la photo de votre vie et que vous apercevez que vous n'avez pas de carte, vous la récupérez jamais. Réglage de zoom, la map de data, donc voilà, fonction, pas si, linéaire, voilà, merci. Hop. Ah, mais on peut choisir. Ah, mais on peut choisir. Donc pourquoi les gens disaient que c'était pas bien? Je sais pas si ça marchera sur le Viltrox par contre. Donc je prends des choses avec vous, c'est ça qui est bien. Comme je fais tous les menus. Mais c'est quoi ces choses qui sont incompréhensibles? Bon, on va dire oui, voilà. Et est-ce que ça, encore une fois... Alors c'est bon, voilà. Cette fois, c'est appliqué à tous les objectifs et tout, donc c'est bien. Hop. Donc mode mémorisation AEF, on-off. Ah voilà.
On press. En gros, si vous avez un bouton, parce que j'en ai pas moi, un bouton pour faire oui, AE ou AF. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Non, non, c'est juste l'autofocus qui me faisait poser des questions. Donc voilà. Par exemple, la mémorisation de l'exposition, si vous avez un bouton pour, eh ben, si vous faites on/off, eh ben, ça fera en sorte que bah, vous ayez à l'appuyer lorsque vous déclenchez. Par contre, le petit problème, c'est que ça marche exactement pareil pour l'autofocus. Ça veut dire que si vous voulez avoir AE, donc mémorisation de l'exposition, si vous voulez que ça flash, hein, c'est juste que je mets ma main devant le détecteur de proximité, et ben en fait, si vous voulez avoir l'AE qui reste bloqué, et en gros, vous allez appuyer sur votre AF, il fera tout le temps l'autofocus jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur le bouton. Ce qui n'est pas vraiment très bien optimisé. Et donc je suis content de ne pas forcément utiliser le bouton AE. Et pourquoi je ne l'utilise pas? Parce qu'il y a la compensation d'exposition, et souvent sur les mesures multi, il n'y a pas grand chose à faire. Mais en tout cas, j'ai la compensation d'exposition, ça marche aussi bien. Je vois plus clair, ça sert à rien pour moi d'avoir les deux, et donc pour moi ça rend un petit peu obsolète la mémorisation d'exposition. Je sais qu'il y a des réflexes qui ont la vie dure, enfin qui vous donnent la vie dure, et qui fait que vous voulez rester dessus, mais voilà, c'est comme utiliser encore la FS aujourd'hui. Hein. Si l'appareil photo est assez bon pour faire la FC tout le temps, il n'y a pas besoin d'utiliser la FS. Et de la même façon, il n'y a pas besoin d'utiliser la mémorisation d'exposition. Vous pouvez utiliser votre compensation d'exposition, et ce sera très très bien. Mode de verrouillage de balance des blancs automatique. Et ouais, balance des blancs activée à pression. Il n'y a pas un autre choix du genre c'est tout le temps la balance des blancs choisie est tout le temps choisie, non? Parce que ça veut dire que ça bloque. Bref, ouais, ça doit être j'ai pas compris. Paramètre touche ISO lorsqu'on est sur le blablabla, demande de transfert de smartphone. Alors, lorsqu'on est sur le téléphone, FTP, voilà, bon, voilà. Config écran tactile, voilà, donc j'ai mis oui, 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 et j'ai réglé la zone sur le côté. Donc en fait, quand vous êtes dans votre viseur, lorsque vous utilisez l'écran tactile, eh ben, ça va bouger le collimateur autofocus. Et ce qui est marrant, c'est que eux, ils n'ont pas fait le truc, comme chez Sony, d'avoir un réglage absolu, ou je sais plus c'est quoi l'autre. En tout cas, il y a un réglage l'absolu se règle en fonction de la coordonnée de l'écran, et l'autre se règle en fonction de l'endroit où est le collimateur. Ce qui est le plus simple, et je pense que... je sais même plus comment ça s'appelle. Verrouillage fonction, donc on peut faire ça. Fonction sélectionnée. Donc en fait, il faut choisir un bouton pour pouvoir verrouiller ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'air de pouvoir choisir pas mal de trucs. Ouais, oui, on peut tout faire. Touche cul. Ah ouais, genre c'est juste ça pour l'instant. Mais voilà, vous avez un choix, donc, mais par contre, ça vous bloquera bien évidemment un bouton, ce qui est encore une fois dommage. Gestion de l'alimentation, donc on a l'extinction automatique. Bien évidemment, vous pouvez mettre une chose différente en photo et en vidéo. Donc en fait, ça se règle en fonction de votre menu custom. Donc là, je suis en mode boost pour avoir les meilleures performances. Résolution et mise hors tension, température élevée. Donc c'est pour que l'appareil photo, comment dire ça, privilégie le temps enregistré à sa propre vie, ou plutôt à la vie de vos mains. Mais il ne surchauffe pas tant que ça. Et puis il a tendance à surchauffer vers le bas. Donc en fait, poser un L bracket là-dessus, c'est une garantie d'avoir beaucoup moins de surchauffe parce que tout va s'évacuer hors de l'appareil photo, ce qui est le plus intéressant en gros, lorsque vous avez de la surchauffe. C'est pas que ça reste à l'intérieur, c'est que ça sorte. Donc je pense que le L bracket aide pas mal à ça. Enregistrement des réglages, oui voilà, donc la numérotation des fichiers, donc voilà, vous aimez avoir vos fichiers qui suivent, à moins que vous fassiez des shootings uniques et vous voulez que ça commence à 0, je vois pourquoi. Vous pouvez mettre votre nom de fichier, voilà, donc en sRGB, hop, Adobe RGB. Ce qui est marrant, c'est que les gens disent que ça n'affecte pas le RAW. Mais pourquoi, si je suis en Adobe RGB, j'ai un autre nom? Ils peuvent nous dire ça, pourquoi les gens?
Enfin bref. Logement de carte séquentiel. Hop, retour séparé, donc séquentiel, changement autant de cartes. Changement auto de fonte de carte quand la carte... Ah non, non. Non, non, non. Ah oui, c'est ça le problème. Donc j'ai laissé séquentiel, parce que... je peux pas faire autrement. Donc séquentiel, donc je fais fonte 2. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas... On est obligé de séparer RAW et JPEG. On peut pas dire arrête-toi. On est obligé de faire... Ah mais c'est vrai qu'on est obligé de faire du séquentiel là-dessus. Par contre, ce qui est bien par rapport au XT4 que j'ai remarqué, c'est que c'est pas le séquentiel où quand on lève une carte, ça passe sur le séquentiel de l'autre et ça reste dessus. Donc ça veut dire que là, si j'ai mis mon séquentiel fonte 2, si j'enlève la carte, ça reste fonte 2. Ça ne va pas passer sur la fonte 1 et rester sur la fonte 1 quand j'aurais mis la carte 2, ce qui m'embête souvent. Après, on a notre sélection de dossier. Donc oui, pardon, le nom de fichier, vous pouvez choisir A4 Shift. Donc moi, j'ai mis H2, G1, donc XH2, G c'est moi, et 1 c'est... en fait, ce que je fais, c'est que... pour savoir où en est le compte de l'appareil photo, quand on passe au-delà de 10 000, je changerai pour 2. Il faut que je m'en aperçoive par contre. Donc il reste combien de temps? 27 minutes. Ouais, il va falloir que j'aille vite pour la vidéo après moi. Hop, donc on peut choisir son fichier, on peut créer un dossier, donc faire Fuji 101. Voilà, information de copyright, donc on peut saisir ici les informations et enfin les informations de l'auteur et du copyright, donc la propriété intellectuelle. Si c'est vous, c'est vous. Si vous travaillez pour quelqu'un, c'est ce quelqu'un. Légende par défaut, non. Géomarquage, donc on peut géomarquer sa photo. Puis voilà. Et puis on a fini avec ça. Donc dans cette vidéo, je ne rentrerai pas spécifiquement dans le réglage de tout ce qu'on peut faire. Donc on peut régler bien évidemment l'impression Instax, aller sur son téléphone, mettre le mode avion, hop, régler l'alimentation USB, voir les informations matérielles. Alors, oh, voilà, de l'adresse. Et on va passer du coup en vidéo. Donc je fais ça un petit peu vite, hein, je suis désolé. Donc je me suis un petit peu avoir, hein, je me suis mis en 4K HQ et ça a arrêté l'enregistrement, bien évidemment, parce que voilà, il fallait que j'enregistre ça dès le début, mais je ne vais pas enregistrer ça, puisqu'il faut mettre l'affichage HDMI pour que je puisse aller dans les menus et que ça s'affiche sur l'enregistreur externe. Parce que bien évidemment, c'est ce que vous ne voudrez pas quand vous filmez, mais c'est bien pour les tutos. Donc voilà, là on est dans les menus, et donc c'est bien. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va avoir toute une liste qui va être des paramètres vidéo au lieu d'avoir des paramètres photo. C'est magique. Et donc c'est à peu près la même icône qu'on avait avant, sauf que là ça va régler d'autres choses. Donc là on a la liste des paramètres vidéo pour avoir rapidement, comme sur une caméra cinéma, ce qui est assez cool, tous les paramètres qu'on a ici. Donc voilà, ProRes LT, F-Log2, pas de proxy, et 17 neuvième en HQ en 23,98p. Je rappelle que le DCI HQ peut pas faire au-delà de 30 images par seconde. Hop, voilà, et en HDMI, j'ai mis RAW off, parce que si je mets RAW on, je ne peux pas enregistrer dessus. Donc j'ai mon mode C3 qui me sert à ça, pour faire le RAW 8K en sortie. On a les modes de prise de vue, bien évidemment, ici, programme AE, priorité vitesse, priorité ouverture. Et on peut mettre les ISO auto à tout moment, ils sont mis de base, mais on peut les enlever. Mode vidéo, on va avoir le choix entre tout ça. Alors, DCI HQ 17 neuvième, DCI, Full HD 16 neuvième, Full HD 17 neuvième, 8K 16 neuvième, 6,2K 16 neuvième, et les 4K HQ et 4K standard en 16 neuvième. La 4K standard vous permet d'aller jusqu'à 60 images par seconde, et les modes Full HD vous permettent d'aller aussi jusqu'à 60 images par seconde, et aussi après passer à 120 et 240, mais c'est en mode enregistrement grande vitesse. Donc après, pour régler le mode, le codec que vous utilisez, vous irez ici, donc vous choisissez à la fois le type d'enregistrement, donc ici la carte ou l'HDMI. Après, le mode, donc ProRes LT, ProRes 422, ProRes HQ, H265, 422, long hop. Et ici, vous avez votre bitrate, hop, jusqu'à 720 mégabits par seconde, ce que je ne conseille pas de faire dans la plupart des modes, à part sûrement en 8K.
hop, H265, OLI 422, 420, voilà, vous avez tout ce que vous voulez là-dedans. Alors si, voilà, vous voyez ici, le H264 est accessible, malheureusement c'est que du 8 bits, donc faites bien attention à ça. Et donc vous avez des modes jusqu'à 360 mégabits par seconde en 8 bits. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est là. Et du coup, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par contre, si vous êtes en 6,2K ou en 8K, vous n'aurez pas le H264. Vous serez obligé d'être en H265 ou en ProRes. Donc on peut régler la sortie HDMI. Je ne vais pas toucher à ça, je ne vais pas toucher au reste non plus parce que j'ai envie que vous puissiez voir la vidéo, mais c'est en contrôlant le RAW HDMI que vous pouvez passer. Bah, de toute façon, je peux y accéder. Voilà, vous pouvez aller sur sortie HDMI, avoir le Blackmagic RAW ou le le Atomos, donc le ProRes RAW. Et du coup, en fait, c'est en revenant dans votre sélection de cartes que vous pourrez, votre sélection de mode vidéo, que vous pourrez choisir la vitesse après de défilement. Donc le grossissement, on ne peut pas de recadrage vidéo. Ici, donc on peut mettre le zoom numérique pour le coup. Ah oui, donc fixer, c'est pour un tac. En fait, le mode fixer le grossissement, je ne sais pas pourquoi il ne me le propose pas, mais si vous avez un mode qui a un crop, en fait, ça permet d'harmoniser tous vos formats. En fait, voilà. Donc le crop de 1 en 60 images par seconde, si vous choisissez de repasser à 23,98, donc si je choisissais, je pense que ça marcherait si je faisais ça, voilà. On peut fixer le grossissement, voilà. Si on veut coller aux 60 images par seconde. Par exemple, si je faisais ça, hop, il va se mettre en crop 1,25. Voilà. Non, c'était pas ce que je voulais faire, bien évidemment. Donc on va mettre non. Hop, zoom numérique. Donc je le fais comme ça. Hop. Il veut pas le faire, évidemment. Ah, c'est parce que je suis pas dans le bon mode. Voilà. C'est bizarre qu'il l'affiche alors que je peux pas le faire. Il veut pas le mettre là. Pourquoi j'ai pas le droit? Bon, j'ai pas le droit. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai pas activé. Voilà. Donc voilà. Je passe de. Donc ça peut être intéressant et vous pouvez bien évidemment gérer la vitesse du zoom. Hop. Pourquoi je fais régler drive? Ok, d'accord. Ah, mais là, ça. Pourquoi quand je mets drive, ça m'est réglé? Bon, bref. Après, hop, encore 21 minutes. Enregistrer F-Log, donc voilà, vous avez votre choix ici entre normal, F-Log, F-Log2 et HLG. Alors faites attention à l'HLG, lorsque je vous montrerai le test, c'est du conformisé. Donc suivant le logiciel que vous utilisez, si vous voulez pouvoir l'utiliser par exemple en Rec 709, si vous voulez juste shooter HLG et avoir des blancs qui ne sont pas cramés, il faudra conformiser en Rec 709, ce qui se fait sur Premiere, comment dire ça, lorsque vous faites votre export dans les options de vidéo. Hop. Et donc en parlant de vidéo, on a le réglage des données. Donc là je me suis mis en quoi? Je suis en H264. Donc on va revenir en ProRes. Mais ça ne change rien à ce que je veux faire de toute façon. Alors, ce qui est assez étrange avec ça, c'est que c'est un réglage qui n'est jamais présent dans les appareils photo, parce qu'ils le font tout seuls. Par exemple, chez Panasonic, on a du ProRes, mais on n'a pas le réglage du niveau de données. Le réglage du niveau de données, c'est... comment expliquer ça? C'est un peu comme... C'est pas exactement la même chose, mais en fait, c'est la façon dont le codec va lire les données d'exposition, de profondeur de couleur. Et donc, si on n'utilise pas le bon mode, on risque d'avoir de la surex et des choses pas très jolies qui vont se passer. Et donc, voilà, je comparais ça un peu à être dans le CMJN contre le RVB. En fait, l'imprimante, si elle fait du RVB et que vous avez du CMJN, elle va traduire les couleurs d'une mauvaise façon. Et bien, c'est à peu près la même chose qui se fait ici.
ça lit les couleurs, sauf que ça va lire par exemple une donnée de manière différente entre les deux. Et donc la plage vidéo sera pour le ProRes, parce qu'il utilise une plage vidéo plus limitée, et la plage complète sera pour le H264 et le H265. Et donc pensez pas à l'inverse, hein, à dire que comme c'est du 8 bits et machin, un truc bidule, c'est vraiment, non, le ProRes, même s'il est moins compressé, il travaille sur une plage de données plus faible, enfin un niveau de données plus faible que le H264 et le H265, donc c'est pour ça qu'il faut le laisser en plage vidéo. Mais faites bien attention à ça, hein, à le changer à chaque fois que vous passez H264, H265, parce que sinon, eh ben, vous aurez des gros problèmes de surex, et ce ne sera pas la faute de l'appareil photo, ce sera votre faute. C'est la faute de l'appareil photo. Enfin, c'est la faute de Fujifilm d'avoir mis ça comme ça dans l'appareil photo, parce qu'il n'y en a absolument pas besoin, mais ça c'est un autre problème. Donc on a la photométrie, on a exactement ce qu'on avait en photo en vidéo, enfin en photo, pardon. Là on a la stab, par contre on n'a pas l'option de le mettre tout le temps, voilà. Et là du coup si on avait comment, la possibilité de mettre donc la stab et la 10, la DIS, c'est la stab électronique, qui ne marche pas dans la plupart des modes d'ailleurs du XH2, ça doit marcher que lorsqu'on est en 4K non DCI, ou tous les modes qui n'utilisent pas le 8K. Voilà. Donc que la 4K standard et le 1080p. Amélioration de la stabilisation d'image. Donc voilà, c'est le boost de stab, on a les ISO ici, on a les paramètres de Zebra. Donc hop, on les règle sur off. Ah oui, c'est vrai. Lorsque j'appuie sur le bouton là, hop. D'ailleurs, ils vont pas s'afficher. Si. Oh, ils s'affichent dans le. C'est bien ça. Donc j'ai les zébras. Et si je rappuie, j'ai les zébras dans l'autre sens. Donc si vous avez toujours rêvé d'avoir les zébras dans un sens différent, eh ben c'est bien. Vous pouvez l'avoir ici, et c'est bien. Donc j'ai encore combien de batterie sur le A7 IV? Plus beaucoup. On va essayer d'aller un peu plus vite. Hop, en théorie, il n'y a plus grand chose à dire ici. Donc on a le niveau de zébra, je le mets à 55%, ça correspond à une surex de 1,7 en théorie. Donc c'est pas forcément bien tout le temps. C'est très bien en intérieur ici, puisque ça, comme il fait très sombre, les tons moyens, ça correspond à peu près à ce que je veux, et que ce soit le R3, le A7 IV, j'arrive à les harmoniser assez bien, mais en extérieur, ça peut mener à des choses pas très terribles, surtout que le XH2 marche très bien en exposition à 0, en F-Log2, puisque avec ses 14,9 de dynamique à peu près, donc dans les 14,5 on va dire, sans aller trop loin, et ben ça marche très bien. Donc mode d'exposition optimisé, donc comme je vous l'ai dit, ça utilise les molettes pour exposer, ou le mode tactile, mais pas par exemple la bague de diaphragme. Donc vous pouvez avoir la bague de diaphragme en photo sur un 4 et pouvoir faire autre chose en vidéo. Ce qui est des trucs assez cool. Lampe témoin, vous pouvez choisir avant. Moi j'ai mis avant-arrière pour pouvoir voir tout le temps quand je filme, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir que ce soit que le talent, enfin la personne que vous allez filmer, qui la voit, ou que vous. Donc comme ça, si vous voulez filmer des gens discrètement, eh ben ils le verront pas. Enregistrement, ventilateur, donc encore le même réglage. Là on a le même truc pour modifier. Voilà, donc voilà, j'ai modifié plusieurs choses. On va laisser, on va dire non. Hop. Réglage perso de mise à jour, j'ai mis encore une fois non. Du mode personnalisé, et voilà, c'est là où on va mettre vidéo et photo, comme je vous l'ai montré avant. Hop, et là il y a plein de trucs qui ne sont pas disponibles parce qu'on est en F-Log2. Donc vous avez votre simulation de film, les couleurs monochromatiques, la plage de dynamique disponible, donc le DR, ce qui n'est pas disponible que du coup en F-Log, donc voilà, les cours de tonalité, les couleurs, et vous voyez, j'ai mis des, donc c'était bien -4, donc détail -4, et ISO -4, et j'ai aussi enlevé la réduction du bruit inter-image, qui peut créer du ghosting lorsque vous bougez. J'ai pas vu cet effet là, mais peut-être que faudra voir si j'ai une amélioration sans, parce que si ça marche, je vois pas pourquoi je l'enlèverais, enfin je l'enlèverais complètement. Correction du vignettage, et comme on a vu, la bague d'adaptation. Donc en fait il me reste 15 minutes et plus beaucoup de batterie sur les deux appareils. Donc voilà, là ça change un petit peu. Donc on a de mode de mise au point, AFC, voilà, donc l'AFC en vidéo c'est acquis, hein. Hop, et on a multi et zone, et j'ai un bouton, d'ailleurs mon bouton de view mode me sert à ça sur l'appareil photo, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Réglage personnalisé à F, donc c'est pas, voilà, prenez pas forcément ce réglage hein, comme acquis, ça dépendra beaucoup des optiques chez Fujifilm, donc mieux vaut vous faire une petite feuille avec comment ça marche et si ça marche bien. C'est l'endroit où j'ai le résultat le plus constant entre vitesse et je sais que Fuji a un petit peu du mal lorsqu'on se rapproche vite ou éloigne, mais sinon ça marche plutôt bien. Hein. J'ai dit comme vous, j'allais dire comme vous pouvez le voir là, mais non, là, parce que l'appareil photo est entre mes mains. Hein. Bref. Un petit peu fatigué, donc témoin F. Oui. Hop. Je passe un peu vite hein, parce qu'on a déjà vu ça en photo et ça ne changera pas votre vie ici. Hop, donc on peut faire l'autofocus sur l'écran. Là c'est mieux. Hein. Je vais le laisser sur oui puisque faire l'autofocus sur l'écran tactile c'est quand même bien. On a les réglages. Voilà. Du coup le micro je l'ai mis sur moins 6 dB. C'est ce qui marche le mieux. Après, je pourrais changer, mais en fait, ce qui est bien, c'est que l'audio est directement 24 bits à l'intérieur, donc c'est plutôt cool sur cet appareil photo. Ouais, je regarde encore, je suis à 4% sur la 7.4 là. Donc on a encore le réglage de l'audio en ligne ou en micro. On a le limiteur. Ah, j'ai le limiteur mis. Pourquoi faire? J'ai le limiteur. Ah ouais, ah, mais c'est pour ça. J'ai jamais compris pourquoi il m'affichait une barre. Enfin bref. Je l'enlèverai plus tard. Réglage d'adaptateur, ouais, ça marche exactement pareil. Donc voilà, les réglages sont similaires. Donc on a le timecode. Donc si vous voulez afficher ça, on a ça ici. Réglage de démarrage. Hein. Donc vous pouvez entrer. En fait, le timecode, ça sert, si vous savez bien le faire, à pouvoir synchroniser plusieurs caméras. Et lorsque vous mettez ça sur votre timeline de logiciel de montage, en fait, tout va se synchroniser. Donc, par exemple, là, si moi je pouvais faire un mode timeline, enfin, mode code temporel. Enfin, bref. Vous l'avez compris, si je l'avais enregistré sur le A7 IV, si je pouvais le faire, je crois que je peux le faire, et l'enregistreur externe, si je me dis que je peux faire des trucs que je fais pas, eh ben j'aurais pu les synchroniser sans avoir à dire j'enregistre ce que je fais. Voilà. Bref. Donc voilà. Et donc voilà, on a fini à peu près tout. Donc vous voyez, c'est mon premier réglage sur le XH2. J'ai essayé de le régler un maximum comme mes autres appareils photo, mais c'était pas possible. Il y a quand même assez de touches. Hein. Au final, vous voyez que j'ai réussi à trouver un petit peu les bons compromis pour faire à peu près ce que je voulais sur l'appareil photo. Et j'en suis plutôt content et j'aime bien vraiment l'appareil photo. Hein, c'est, comment dire ça, ce que je trouve intéressant dessus, hein, avant le test, c'est vraiment cet aspect où il y a un peu le fun de Fuji, mais il y a aussi le côté pratique qu'on peut retrouver chez Sony. Et donc moi, ça me parle beaucoup, à la fois d'avoir ces petites optiques assez intéressantes, des fois les simulations de films, et les quelques atouts que va avoir Fujifilm, et surtout ce super f-log 2 et ce capteur de 40 millions de pixels. Et donc voilà, c'est fini pour moi sur ce premier réglage du Fujifilm X-H2. Ça a pris du temps, peut-être un peu moins que de 2 heures, mais ça a quand même pris beaucoup de temps. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une prochaine vidéo de tuto sur le XH2 ou de test ou de n'importe quoi d'autre. Aussi sur la 7.4, sur le R3 ou sur des drones ou sur tout un tas d'accessoires que je pourrais vous montrer. J'espère que vous allez bien et je vous dis salut.